Mitterrand, en visite officielle en Tunisie, insiste sur la volonté de la France de préserver partout la paix au moment où les tensions internationales risquent encore de s'aggraver. Ouverture demain à Bourg-en-Bresse du 7e congrès du Parti socialiste. Objectif, reconquérir l'opinion en temps de crise. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi prochain, à 10 h du matin, la France rendra hommage aux 58 soldats français tués à Beyrouth dans l'attentat de dimanche dernier. Leurs obsèques seront célébrées dans la cour d'honneur des Invalides en présence du président Mitterrand. La cérémonie sera retransmise en direct sur Antenne 2. Après 5 jours de pénibles recherches dans les décombres, 56 cadavres français ont été dégagés. 2 soldats sont encore portés disparus. Philippe Gasson. Depuis dimanche dernier, les équipes de secouristes ont travaillé sans relâche jusqu'à hier soir. La nuit dernière, pour la première fois, les soldats participant aux recherches se sont reposés toute la nuit. Un repos qui signifiait aussi qu'avec la rage de dégager les décombres, l'espoir était parti. Toutes les poches formées par les gros blocs de béton ont été visitées. À présent, les soldats fouillent des masses compactes de terre et de cailloux qui ne laissent plus espérer. C'est à présent aux Libanais d'agir, de marquer leur volonté d'exister ensemble. L'occasion leur sera donnée à la fin du mois à Genève. Une vraie paix serait la seule consolation pour tout cela. Le bilan des victimes s'est encore alourdi aujourd'hui pour les Américains. 225 Marines sont morts. Quelques-uns encore sont portés disparus. Réunis ce matin à la Celle-Saint-Cloud près de Paris, les 4 ministres des Affaires étrangères des pays qui participent à la force multinationale au Liban ont réaffirmé son utilité sans que sa mission soit pour autant modifiée. Bruno Albin. La matinée a commencé de bonne heure par un tête-à-tête entre le ministre français des Relations extérieures Claude Cheysson et le secrétaire d'État américain George Shultz. Un petit déjeuner diplomatique dont rien n'a filtré. Une conversation intime, a dit le ministre français, en refusant de préciser s'il avait abordé avec M. Schultz le sujet de l'intervention américaine à Grenade. Puis les 2 hommes ont été rejoints par leurs homologues italiens et britanniques. La conversation a été exclusivement consacrée au double attentat de dimanche dernier à Beyrouth. Un hommage a été rendu aux soldats victimes des 2 explosions. Et puis les ministres des pays membres de la force multinationale ont défini leur position avant la tenue du congrès de réconciliation de Genève. Oui, notre appui est maintenu à la force multinationale dans le cadre de la mission qui lui a été définie il y a 14 mois. Mais ces sacrifices, ce que nos peuples acceptent dans le soutien du Liban, nous permet d'attendre du peuple libanais qu'il s'exprime d'une voix, que la réconciliation se fasse. Nous attendons de tous les Libanais dans le monde. Nous attendons en particulier de ceux qui seront à Genève au congrès de réconciliation nationale, qu'ils s'entendent pour parler au nom d'un Liban uni. C'est sur cet appel à l'unité des Libanais que les ministres se sont séparés, un appel adressé à tous ceux qui se combattent au Liban. De l'avis des ministres, c'est de l'unité libanaise retrouvée que dépendra le retrait de toutes les forces étrangères et l'établissement de la paix. Pour préparer le congrès de réconciliation nationale libanais qui doit se tenir lundi prochain à Genève, les principaux chefs de l'opposition libanaise se réunissent ce soir à Damas. Le chef druze Walid Jumblat, dans un geste de bonne volonté longtemps attendu, a autorisé l'évacuation prochaine d'1 millier de réfugiés chrétiens toujours assiégés à Deir el-Kamar dans la montagne du Chouf. Plus inattendu, le président Gemayel a téléphoné hier soir au président syrien Assad pour l'inviter à se faire représenter à Genève. Mais au-delà de ces manœuvres diplomatiques et politiques, 5 jours après les terribles attentats de dimanche, la situation des quelques 5800 hommes qui composent les contingents de la force multinationale reste toujours aussi difficile. Les Marines ont essuyé le feu de francs-tireurs ce matin près de l'aéroport. Leur commandant a cependant déclaré qu'il n'était pas question qu'ils passent à l'attaque. La force multinationale reste donc impuissante, comme l'ont constaté avec les soldats français nos envoyés spéciaux François Cornet et Jean-Claude Delatremblay. Patrouille, contrôle, les militaires français ont renforcé leurs propres mesures de sécurité à proximité des positions qu'ils occupent. L'attentat, dans lequel ils ont perdu 58 des leurs,
a rappelé à chacun qu'ici, dans cette drôle de guerre, pour les soldats de la paix, tout peut arriver. Alors que l'on fouille encore les décombres des immeubles des contingents français et américains pulvérisés par le TNT et que l'on parle de cessez-le-feu, nous avons assisté au poste français du Bois des Pins à cet échange violent d'armes automatiques entre l'armée libanaise et les milices Hamal. Affrontement courant, semble-t-il, la guerre du Liban est loin d'être terminée. Reçu, vous m'activez les 2 postes de combat qui sont sur la Le rôle des Français, par leur présence tampon entre les deux parties, est d'empêcher l'affrontement direct, chacun devant rester sur ses positions. Si vraiment les tirs se rapprochaient de votre cantonnement, que feriez-vous à ce moment-là? Ben, vous voyez actuellement, l'armée libanaise est en train de tirer à droite et à gauche du poste que nous tenons chalutier. Dans ces cas-là, il est bien certain qu'aucune des parties adverses ne tire sur nous. Nous n'intervenons pas, nous suivons la situation et l'évolution de cette situation et nous rendons compte au PC de ce qui se passe. À quelques mètres seulement du poste français, ces 2 miliciens du mouvement Hamal vont tirer au RPG une roquette anti-char sur l'armée libanaise. Si nous n'étions pas là, disent les soldats de la paix, les combats de Beyrouth seraient incontestablement encore plus meurtriers. Une idée de la vie quotidienne à Beyrouth. Que se passe-t-il exactement dans la petite île de la Grenade, envahie il y a 2 jours par les troupes américaines? Manifestement, et le chef d'état-major interarmé américain l'a reconnu aujourd'hui, les troupes américaines se sont heurtées à une résistance bien plus vive que prévu de la part des Cubains. Des Cubains qui, sous couvert de construire un nouvel aérodrome à la Grenade, étaient organisés en milices armées sous les ordres d'un colonel et dont le nombre dépasserait le millier puisque, selon une chaîne de télévision américaine, 1100 Cubains ont déjà été faits prisonniers. On apprend ce soir que des centaines de soldats américains ont été envoyés en renfort dans l'île. Paul Naon. Nous sommes ici en Caroline du Nord, aux États-Unis. Les premiers soldats américains blessés au cours de ce débarquement dans l'île arrivent sur cette base militaire. D'après le Pentagone, déjà 8 morts et plusieurs dizaines de blessés parmi les Marines. C'est une nouvelle preuve que tout ne va pas aussi bien que l'affirme depuis hier la Maison-Blanche. Autre preuve, si besoin était, plusieurs centaines de soldats ont été renvoyés en renfort il y a quelques minutes à Grenade. Dans les avions C-141, du matériel impressionnant a été embarqué, des viseurs à infrarouge pour les combats de nuit et des masques à gaz. Il semble en effet que sur place, les soldats américains aient affaire à une forte résistance, notamment autour de l'aéroport dont on voit ici la construction. Ce soir, le chiffre des Cubains faits prisonniers dépasserait, selon la Maison-Blanche, le millier. À Cuba, toute la journée, la population en état d'alerte est descendue dans la rue pour manifester contre l'impérialisme américain, contre le débarquement. Dans l'île, les autorités ont voulu provoquer une mobilisation générale contre ce qu'ils appellent la brutale agression yankee à Grenade. « 200 personnes dont la nationalité n'est pas encore connue, 200 personnes ont été transférées aujourd'hui de la Grenade à l'île proche de la Barbade, et ce par les bons offices conjoints de l'Espagne et de la Colombie.
Le président Reagan doit faire ce soir un discours radio-télévisé pour justifier l'opération militaire à la Grenade. L'entourage même du président est divisé sur la politique très ferme et sans précédent adoptée jusqu'ici par les autorités militaires vis-à-vis de la presse. Visiblement inspirés par l'exemple des Malouines, ils tiennent les journalistes à distance à 250 km de l'île, à la Barbade précisément. Et les médias américains, tout puissants pourtant, protestent avec véhémence. De Washington, Édouard Laure. L'Amérique a bien cru rêver ce matin que la plus grande chaîne nationale CBS soit obligée d'ouvrir son journal sur des photos d'amateurs rapportées par les premiers étudiants rapatriés de Grenade cette nuit. Parce que pour la première fois dans l'histoire de la presse américaine, le Pentagone interdit l'île de Grenade aux journalistes par un strict blocus militaire, y compris du côté de l'information. Sur la résistance des Cubains, il serait plus de 1000, le nombre de morts, 8 marines semble-t-il, la présence des Soviétiques ou tout simplement la vérité sur ce que les Américains sont allés faire à Grenade. Il n'y a aucun doute qu'il y ait une volonté consciente de tromper la presse et donc le public. Je pense qu'il n'y a aucun doute que l'administration a volontairement trompé la presse. Ils en sont très contents. Ils ont mis un écran pour cacher le fait qu'ils ont orchestré une invasion. Quand on ajoute que depuis 48 heures, et il y a quelques instants encore, la Maison-Blanche reconnaît que tout ne va pas comme on l'espérait, vous pouvez imaginer la frustration du public, du Congrès, des journalistes américains, beaucoup plus habitués à être traités comme les représentants de la presse la plus libre du monde. À tel point que dès hier soir, un directeur de revue a entamé une action en justice contre le secrétaire d'État George Shultz et le secrétaire à la Défense Weinberger. La base de l'accusation, le droit à l'information reconnu par la Constitution américaine. Et on apprend ce soir que sous la pression des médias, la Maison-Blanche vient d'autoriser un premier groupe de journalistes à se rendre sur place dans l'île de la Grenade. Dans une période aussi grave, avec les tensions qui vont monter au cours des 2 prochains mois, tensions véritablement dramatiques, l'essentiel est de maintenir la paix partout, les chances de la paix qu'un moindre souffle fera glisser dans le précipice de la guerre. C'est en ces termes, très précisément, que le président Mitterrand, tout à l'heure à Tunis, au cours du déjeuner officiel offert par le président Bourguiba, a insisté sur la gravité du climat international. Le chef de l'État est en Tunisie pour une visite officielle de 3 jours. Sur place, Georges Bortoli. Ce matin, l'accueil chaleureux de Habib Bourguiba précédait l'accueil populaire des grands jours. À l'entrée dans Tunis, il y avait les militants du parti d'Historiens, les enfants des écoles, les simples badauds, beaucoup de monde, qui donc avaient dit que les rapports franco-tunisiens avaient un peu souffert de l'attention que porte Paris à l'Algérie et au Maroc. Ce matin, il n'y paraissait pas. M. Mitterrand avait pris soin de préciser que sa visite était tout à la fois un hommage à Bourguiba, le combattant suprême, aujourd'hui octogénaire, et une relance de la coopération franco-tunisienne. Une coopération dont il devait dire au Premier ministre Mzali qu'elle doit se moderniser, sortir des vieilles formules. Mais, si importante que soient les rapports franco-tunisiens, on attendait surtout de M. Mitterrand dans cette capitale africaine et arabe qu'il évoque le Tchad, Beyrouth, les grandes crises mondiales. Que partent toutes les armées étrangères qui se trouvent dans des pays où elles n'ont rien à faire, et quand elles y sont appelées, comme c'est le cas de la France, par des gouvernements légitimes, qu'il soit bien entendu que ces armées, les nôtres, partiront au premier signe, avec le souci d'avoir accompli un devoir, mais aussi avec le désir de faire retrouver à ces pays la paix dont ils ont besoin, au premier signe, premier souffle de paix et d'espoir qui peut être donné par les institutions internationales comme celle des Nations Unies, comme celle de l'Organisation de l'Unité africaine, ou tout groupe d'États, ou tout groupe d'influence dont l'autorité morale et politique serait reconnue par les intéressés.
Le Liban, le Tchad, en toile de fond de ces conflits éclatés, la tension Est-Ouest qui les lie tous et qui s'accroît en fonction d'un calendrier, celui du déploiement prévu des euromissiles américains en cas d'échec des négociations de Genève. Washington aujourd'hui dit non aux dernières propositions de Yuri Andropov, qualifiées de totalement injustifiées. Le numéro 1 soviétique continue d'exiger la prise en compte des forces nucléaires françaises et britanniques et menace, vous le savez, d'interrompre les négociations si le calendrier de l'OTAN est respecté. Réaction soviétique à ce refus de Washington, un nouvel acte de surdité politique, déclare le Kremlin. Tensions internationales, menaces sur la paix, pacifisme, autant de thèmes qui feront l'objet du débat qui opposera tout à l'heure à 22h50 dans notre dernier journal Madame Simone Veil, ancien président du Parlement européen, et l'Irlandais Sean MacBride, prix Nobel de la paix, qui participe à Paris au rassemblement des prix Nobel organisé par la FNAC sur le thème Science et paix. Venons-en maintenant à l'actualité économique et sociale en France et d'abord aux différents budgets examinés par l'Assemblée nationale aujourd'hui, les budgets du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, de la police et aussi le budget de la formation professionnelle. Un budget privilégié en augmentation de 12,5%, soit près de 2 fois plus que le taux d'augmentation du budget général. Le gouvernement veut faire porter l'effort sur 3 secteurs, la mécanique, le bâtiment et les travaux publics. Martine Gilson et Patrice Destrade l'ont constaté dans une entreprise du bâtiment. Philippe a 22 ans et un CAP. Depuis 18 mois, il travaille dans cette fabrique de charpente en banlieue parisienne. Depuis 1 an, il suit des cours de formation sur son temps de travail. Disons, je cherche à me perfectionner, quoi. À monter un petit peu en échelon. Pour éventuellement monter votre entreprise après ou... Disons, pour l'instant, je crois que le plus important, c'est d'apprendre à travailler, disons, assez bien, quoi. Et est-ce que vous pensez que mieux formé, vous gagnerez plus? Logiquement, oui. Logiquement. Michel, lui, a 29 ans et un espoir, grâce à la formation, s'établir à son compte. J'y pense et j'y pense pas, parce que, bon, disons que j'y pense un peu. Bon, si par exemple je retourne, disons, chez moi, c'est-à-dire à la Martinique, j'aimerais bien monter une petite entreprise à moi, disons. Avec, disons, je vais commencer juste, disons, peut-être un apprenti, quoi, hein, un petit pied à terre, quoi, quelque chose, mais et puis après, bon, par la suite, on verra, je sais pas. Et sans cette formation, vous ne pourriez pas avoir tous ces espoirs? Eh bien, sans la formation, on peut essayer tout seul, mais étant donné qu'on travaille, bon, il faut que ça se passera seulement que le soir, et le soir, bon, tout seul, on fait pas beaucoup de progrès. Dans cette entreprise de 30 salariés, 6 sont en permanence en formation. C'est rentable pour tout le monde. C'est aussi rentable au point de vue général, car il faut, dans la compétitivité actuelle de l'économie, il faut être toujours à jour au point de vue connaissance. Il faut donc se perfectionner en permanence. Qu'il gagne plus avant le stage ou après, c'est pas important. Le principal, c'est qu'il acquiert des connaissances. Moi, en tant qu'entrepreneur, je dois le payer le mieux que je peux. Et puis s'il n'est pas content, si ça ne va pas, il peut, comme vous disiez tout à l'heure, il est libre, il peut aller ailleurs. La formation conçue comme un véritable investissement. C'est le sens que le gouvernement veut donner au budget de Marcel Rigout en le privilégiant. 1400 délégués, 1200 auditeurs, 1000 invités, 500 journalistes. Tout ce monde sera demain à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui sera pendant 3 jours la capitale du Parti socialiste. Ce 7e congrès du Parti socialiste veut être celui de la reconquête de l'opinion en temps de crise. Encore faudra-t-il surmonter entre militants quelques sujets de discorde, Albert Duroy. Oui, dans un parti où chacun peut s'exprimer librement, ce qui n'est pas le cas de tous, un congrès peut toujours réserver des surprises, malgré les précautions prises par les dirigeants. À propos de quoi le congrès de Bourg-en-Bresse peut-il déraper? Au printemps, les socialistes se disputaient sur la politique économique du gouvernement. Sur injonction du chef de l'État, cette querelle a cessé, au moins publiquement. Quelqu'un osera-t-il repartir en guerre contre la rigueur
L'amélioration relative des indices économiques a calmé sur ce point les mécontents. Peut-il y avoir des fausses notes sur la politique internationale de la France? Certains socialistes reprochent au gouvernement d'être trop atlantiste, trop aligné sur les États-Unis. L'intervention américaine à Grenade, permettant de répartir les critiques entre l'Est et l'Ouest, facilitera les retrouvailles de tous sur une ligne moyenne. Mais voilà qu'un troisième front s'est rallumé avec la querelle sur l'école privée et le refus par les laïcs des propositions apaisantes de M. Alain Savary. Beaucoup de militants ne veulent pas tenir compte de l'évolution de l'opinion publique dans le sens de la modération. L'impatience laïque se manifestera donc très certainement à Bourg-en-Bresse. Bref, confrontés avec les dures réalités du pouvoir et de la crise, certains militants socialistes ne manqueront pas de rêver avec nostalgie au temps où ils pouvaient caresser de grandes ambitions et exprimer sans contrainte leur idéalisme parce qu'ils étaient dans l'opposition. Selon la tradition, le congrès sera ouvert demain matin par le numéro 2 du parti, Jean Peuprenne, qui présentera le rapport d'activité. Le portrait de celui qui se veut avec Lionel Jospin, le rassembleur du PS, Dominique Laury. Le numéro 2 du PS, Jean Peuprenne, qui ouvrira demain le congrès de Bourg-en-Bresse, est une personnalité quelque peu méconnue dans le monde politique. S'il est considéré comme un homme de rigueur, connaissant parfaitement les dossiers, il a également la réputation d'être un personnage froid, peu souriant. Jean Peuprenne s'en défend, une image de marque qui ne colle pas à la réalité, dit-il. Pour les gens qui me connaissent, j'aime beaucoup rire. Prenez au cinéma, je suis très bon public. Très bon public, d'ailleurs je veux surtout voir des films comiques, je trouve qu'on en a un peu besoin, mais je suis très bon public. Ça fait un peu scandale par exemple quand je dis que j'aime De Funès, qu'est-ce que vous voulez, moi un type qui grimace bien, je trouve que dans la vie c'est formidable. Vous pensez il y en a si peu, il y en a beaucoup qui grimacent, mais bien il n'y en a pas beaucoup. Vous pensez à certains de vos adversaires politiques, non? Oh non, je ne pense pas toujours politique, hein, là non plus, je ne suis pas un maniaque. Reste que la politique joue dans sa vie un rôle essentiel. Agrégé d'histoire, député du Rhône, maire de la commune de Mézieux, dans la banlieue de Lyon, il est entré en politique sur les bancs du lycée. À 17 ans, il adhère au Parti communiste. Il y reste 16 ans. Exclu, il devient l'un des animateurs du PSU, puis rejoint en 71 François Mitterrand, dont il est l'un des plus fidèles lieutenants. Est-ce qu'un numéro 2 ne rêve pas d'être le numéro 1 ? Un numéro 2 rêve de faire le mieux possible ce qu'il a à faire. On verra par la suite ce qui se passera. Pour l'heure, il s'agit de réussir le congrès. Et pour Jean Peuprenne, leader avec Lionel Jospin de la motion 1, plus de 75% des mandats, l'objectif est de renforcer le courant majoritaire, soutien le plus déterminé de la politique du président de la République. Faire en sorte, dit-il, que ce congrès relance la dynamique socialiste. Jean Peuprenne l'a souligné à chacune de ses interventions. Il y aura un débat peut-être vif et dont on dira encore les socialistes se disputent. Bah, dites dispute, moi je dis discute. Bon, hein, ce sont les deux faces d'une même réalité. On dispute, on discute. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passera à l'arrivée. C'est la volonté unie qui se réalisera le 30 octobre au soir. Et là-dessus, je suis tout à fait confiant. Bref, une vie politique bien remplie, sans oublier la rédaction d'ouvrages consacrés à l'histoire et bien sûr à la politique. Mais un regret peut-être. Un dernier mot, Jean Peuprenne. Vous allez souvent voir le président de la République, le mercredi, vous croisez tous les ministres. Pas un peu de nostalgie de ne pas faire partie du gouvernement? Alors là, franchement, non. Franchement, non. C'est sincère? Ah, tout à fait. Tout à fait. Et d'abord et surtout parce que ce que je fais ici me plaît. Je vous dirais même, c'est peut-être un peu prétentieux, que je me sens fait pour ça. Alors... C'est ce soir à minuit qu'expire le délai de 20 jours qu'avait l'Italie pour demander à la France l'extradition du ressortissant libyen arrêté le 7 octobre dernier à Paris. Rachid Saïd, vous vous en souvenez, est soupçonné d'avoir trempé dans plusieurs assassinats d'opposants libyens en Italie. Or, les autorités de Rome n'ont toujours pas demandé officiellement son extradition, ce qui veut dire que Rachid Saïd va être libéré. Une affaire qui illustre une nouvelle fois, Paul Lefebvre, la paralysie des démocraties dans leur tentative de lutter contre le terrorisme. En effet, la justice française n'a personnellement rien à reprocher à Rachid Saïd et la chambre d'accusation de Paris peut
le relâcher dès demain matin. Bien sûr, à Paris, les policiers partagent les soupçons, sinon la conviction, de leurs collègues européens à l'égard de cet homme, fiché comme terroriste international, mais il manque des preuves, et le mandat d'arrêt international signé l'année dernière contre lui par un juge de Milan apparaissait aux policiers français comme un bon moyen de le neutraliser quelque temps. Mais finalement, les Italiens n'en veulent pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne veulent pas risquer d'être victimes à leur tour d'un chantage de la part de M. Kadhafi comme nous il y a quelques semaines. Peut-être, on ne sait jamais, parce que Paris s'est entretenu discrètement avec les Italiens de ce moyen juridico-pratique et prudent d'éviter un nouvel affrontement avec Tripoli. Peut-être encore une hypothèse, parce que les Italiens ne sont pas mécontents de jouer un petit tour aux Français qui refusent de rendre à Rome quelques dizaines d'Italiens soupçonnés d'activisme gauchiste et réfugiés chez nous. En réalité, M. Rachid Saïd, à qui on va sûrement demander poliment de franchir la frontière, le gouvernement peut prononcer un arrêté d'expulsion avant de se remettre à le rechercher ailleurs, est l'exemple même de l'embarras des États de droit, comme on dit, devant le terrorisme. Une lutte pour laquelle nous sommes mal préparés. Il n'y a pas plus de 200 policiers spécialisés en France, d'autant que le strict respect des textes et des procédures permet aux suspects de terrorisme d'échapper assez facilement aux mailles du filet. Faut-il préférer un peu moins de liberté à un peu plus d'efficacité? La question n'est pas nouvelle, mais la réponse n'est toujours pas donnée. Peine sévère requise aujourd'hui par le procureur de la République de Versailles dans le procès de l'affaire des grâces médicales de Marseille. 3 ans de prison ferme contre l'ex-avocat André Fraticelli et le docteur Colombani. 2 ans de prison ferme requis contre Madame Solange Troisier, ancien médecin inspecteur général de l'administration pénitentiaire, et contre le docteur Mariotti. Dernière plaidoirie et jugement en délibéré demain. Un élément nouveau dans l'enquête sur l'assassinat du chirurgien de Pessac. Le sac de son épouse, disparu depuis le 11 octobre, a été retrouvé aujourd'hui près d'une forêt, dans une forêt près de Nevers. Le sac contenait des bijoux et des sous-vêtements tachés de sang. Opération escargot aujourd'hui dans Paris, à l'appel de l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles. Une centaine de conducteurs de poids lourds ont roulé dans Paris sans incident et sans provoquer trop de bouchons. Ils protestent contre la réduction du temps de travail dans leur secteur d'activité. Le sport maintenant. À moins d'1 an des Jeux Olympiques de Los Angeles, le sport chinois arrive en force. Ainsi, hier à Budapest, les Chinois ont conquis leur premier titre par équipe au championnat du monde de gymnastique, détrônant du même coup les Soviétiques. Alain Vernon. Champion du monde, oui, mais lorsque Li Ning a fait une chute à la barre fixe, les Chinois ont eu peur. Peur des Soviétiques, bien sûr, les champions du monde en titre, car Alexandre Pogorelov, ici, 5e seulement au classement individuel, a pourtant fait une remarquable démonstration, toujours à la barre fixe. Pogorelov, noté 9,95, ramenait ainsi l'écart avec les Chinois à 15 centièmes de point. Malheureux à la barre fixe, Li Ning, le Chinois, médaille d'or à la Coupe du Monde, se reprenait brillamment aux anneaux. Il obtenait tout simplement la note maximale 10. Il est vrai que la précision et la stabilité des exercices de Li Ning démontrent combien les Chinois ont préparé les championnats du monde et surtout les Jeux Olympiques de 1984. Les résultats et les rapports du quartet d'Auteuil aujourd'hui, si vous avez joué le 13, le 8, le 4 et le 6, vos 5 francs placés dans l'ordre vous rapportent 15 481 francs, dans un ordre différent, 782 francs. Et maintenant le temps, Alain Gillot-Pétré, le temps demain, Alain Gillot-Pétré qui se transforme aussi ce soir en bison futé, comme il se doit. Les bisons sont toujours futés. Nous aurons des nuages trouble-fête pour demain. Regardez, fête de la Toussaint, ça tombe bien. Regardez la photo satellite. Ils sont de 2 sortes, ces nuages. Il y a d'abord cette première bande de nuages, pas méchant, hein, c'est pas méchant du tout, ça, quelques petites pluies intermittentes, ça n'est rien du tout, qui défilent, qui débagoulent du nord par le nord-ouest. Et nous avons cette autre zone de nuages là, qui est un peu plus méchante, qui vient, elle, vers le nord-est et qui abordera le sud-ouest.
Un peu plus tard, ces deux masses nuageuses vont fusionner, c'est physique, mais vont se réactiver seulement sur le sud avant de se désagréger, car derrière, il y a un autre anticyclone qui va se reformer, alors que celui qui nous protégeait de ces derniers jours s'en va progressivement vers le sud. Vous savez tout. Voici la carte pour demain. Après dissipation des brumes et des brouillards, dans l'ensemble, c'est du beau temps, mais en cours de journée arriveront des simples nuages donc par le nord-ouest et d'autres pré-orageux par le sud-ouest. Il est possible qu'il y ait quelques petites averses intermittentes dans l'après-midi et des orages isolés sur les Pyrénées le soir. Le baromètre, évidemment, est en baisse. Le thermomètre, lui, est en hausse. Voici les températures qui vont de 14 à 23 degrés, peut-être même davantage sur la moitié nord, peut-être même 18 à Paris. Nous aurons, je vous le dis tout de suite, un bon week-end de samedi dimanche, ce ne sera pas trop mauvais. Demain, vendredi 28 octobre, 4 minutes de soleil en moins, levé 7h32, couché 17h37, c'est la fête de Saint-Simon pour mémoire, mais ce n'est pas fini, Bison futé. Voici les conseils de Bison futé. Vendredi, ne quittez pas les grandes villes entre 15h et 21h, avant, après, ça ira bien, sinon pendant ce sera bouché. Samedi, ne quittez pas les grandes villes entre 8h et 12h et soyez prudents, gardez les fleurs de la Toussaint pour leur destinataire et pas pour votre utilisation propre en voiture. À 22h50 ce soir, Claude Sérillon vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai avec plaisir demain soir à 20h. Très bonne soirée.